Le cas clinique de Xavier est tout à fait intéressant, puisque, comme vous le savez, l'incidence de la myopie augmente dans le monde, avec des prévisions pour 2020 de l'ordre de 2,5 milliards de myopes. Nous allons être donc de plus en plus confrontés au problème du glaucome chez le myope fort, problème diagnostique, comme vient de l'exposer Jean-François Rouland, mais aussi problèmes thérapeutiques qui vont être abordés dans cette présentation. Alors, Jean-François vous l'a dit, la myopie est un facteur de risque de glaucome, c'est connu depuis très longtemps, et ça a été corroboré par les nouvelles études récentes en Asie du Sud-Est, au Japon, en Chine et à Singapour. Et le glaucome est d'autant plus fréquent que la myopie est plus forte. Un point aussi intéressant, c'est que chez le myope glaucomateux, chez le myope, le glaucome survient pour des niveaux de pression beaucoup plus bas et il y a une fréquence importante du glaucome à pression normale sur ce terrain. Jonas a constaté que les lésions glaucomateuses au niveau du nerf optique étaient plus importantes chez les patients myopes forts que chez les patients non myopes pour un niveau de pression donné. Il semble qu'il existe donc une susceptibilité particulière du nerf optique des grands myopes au glaucome. Ceci pourrait s'expliquer par des facteurs anatomiques, notamment l'étirement du globe oculaire, qui va entraîner des répercussions au niveau du pôle postérieur. Tout d'abord, vous venez de le voir sur de belles images au niveau de la papille, avec des papilles de grand diamètre, des papilles en disversion, des papilles ovales, une atrophie péripapillaire importante, noyée dans la choroïdose, des altérations au niveau de la couche des fibres nerveuses rétiniennes. Là aussi, des études récentes en OCT ont montré que les myopes forts avec des fibres, une épaisseur de fibres inférieure à celle des non-myopes. Et enfin, amincissement au niveau de la sclère, avec notamment un amincissement de la lame criblée. Toutes ces anomalies anatomiques font que les yeux myopes, les tissus sont plus fragiles, et donc il y aura un effet accru d'efforts de cisaillement qui peuvent s'exercer au niveau de la lame criblée. Sur ces nerfs optiques particulièrement susceptibles au glaucome, les autres facteurs que nous connaissons vont avoir une importance particulière. On connaît l'effet délétère des fluctuations de pression intraoculaire, notamment lorsque la PIO est basse. Les facteurs vasculaires ont aussi une grande importance sur ce terrain, l'hypotension artérielle. Et on a insisté récemment sur le gradient de pression translaminaire. Alors je m'arrête 2 secondes sur le gradient de pression translaminaire. Vous savez qu'à l'état normal, de chaque côté de la lame criblée, on a une pression intraoculaire d'un côté en avant et la pression du LCR en arrière. Et Berdal a montré récemment qu'aussi bien chez le patient glaucomateux, la pression du liquide céphalorachidien était inférieure, que ce soit dans le glaucome à pression normale ou dans le glaucome avec hypertonie oculaire. Il en résulte donc une augmentation du gradient de pression translaminaire, une déformation de la lame criblée et donc un traumatisme plus important des fibres nerveuses rétiniennes à ce niveau. Alors qu'en est-il dans la myopie forte ? Dans la myopie forte, je viens de vous le dire, le glaucome à pression normale est particulièrement fréquent, donc la pression du LCR est fréquemment basse. La lame criblée est plus fine, Jonas l'a montré sur ses études histologiques sur des yeux de cadavres. Et c'est montré récemment par les nouveaux OCT, l'INANS-DEF et le SWEPT source, qui permettent de mesurer l'épaisseur de la lame criblée et qui ont montré que chez les myopes, les lames criblées sont plus fines. Et enfin, une surface du disque plus grande expose aussi un traumatisme plus important. Donc le gradient de pression translaminaire, non seulement il est plus important, mais en plus il est sans doute plus nocif pour les fibres nerveuses rétiniennes. À titre d'exemple, le gradient de pression peut être calculé par cette formule, pression intraoculaire moins pression rétrolaminaire divisée par l'épaisseur de la lame criblée. Prenons un patient glaucomateux avec une PIO de 28, une lame criblée d'épaisseur normale à 450 microns, nous aurons un gradient de pression de 43 mm de mercure. Pour un patient myope fort, la lame criblée étant souvent plus fine, je prends un exemple de 230 microns, le gradient de 43 mm de mercure, le même que dans le cas précédent, sera atteint pour une pression de 14 mm de mercure, donc vous voyez bien plus faible, et une pression de 28 mm de mercure donnerait un gradient de pression au-delà de 100 mm de mercure. Alors revenons à notre problème thérapeutique. La PIO cible, c'est un concept qui est globalement acquis et qui consiste à atteindre un niveau de PIO prédéterminé pour prévenir ou ralentir la progression du glaucome. Ce concept n'est pas validé par des études scientifiques, cependant il est largement utilisé dans le monde et toutes les grandes sociétés savantes, l'AO, la CIGIC et l'EGS chez nous, proposent d'utiliser la PIO cible dans le traitement. En France, une étude réalisée en 2006 et parue dans le Journal français d'ophtalmologie nous montrait que 70% des cas, 70% des ophtalmologistes utilisaient la PIO cible. Alors comment fait-on pour la déterminer ? L'EGS propose, les experts européens, d'individualiser la pression cible à chaque patient en tenant compte de 4 facteurs. L'atteinte glaucomateuse,
l'espérance de vie du patient et son âge, donc, la pression intraoculaire sans traitement et le taux de progression. Et donc, on considère que la pression intraoculaire cible doit être particulièrement basse en cas de maladie avancée, d'âge jeune, de pression intraoculaire sans traitement basse et de taux de progression rapide. Alors, dans le cas pratique que nous a présenté Xavier, il s'agit d'une femme de 64 ans, donc avec une espérance de vie de 20 ans. Le stade de la maladie est avancé, la PIO de départ est basse, le taux de progression, on ne l'a pas, et on considère donc que la PIO cible doit être basse. Pour la calculer, l'EGS propose d'utiliser un pourcentage. Ce pourcentage s'appuie sur les résultats des différentes études cliniques randomisées, l'OHTS, le MGT, la CNGTS et la SHIGITS, que vous connaissez tous. Et donc, pour un glaucome sévère, on propose une baisse de PIO de 30 à 40%, ce qui nous situe, dans ce cas clinique, à ce niveau. Et donc, on fixera la pression intraoculaire aux alentours de 10 mm de mercure, en sachant qu'il vaut mieux fixer un intervalle, on pourrait dire par exemple entre 8 et 12. Est-ce que la PIO est différente? Ça, c'est pour le cas du sujet normal. Est-ce qu'elle sera différente chez un myope fort? La réponse est oui. Pourquoi? On a vu qu'il y avait une susceptibilité particulière des nerfs optiques de myope à la PIO. D'autre part, la PIO de départ est souvent basse et souvent sous-estimée, notamment en cas d'antécédent de chirurgie réfractive cornéenne, de LASIK. Vous savez que les modifications biomécaniques induites au niveau de la cornée provoquent une sous-estimation de la pression intraoculaire. Je vous rappelle qu'il n'existe pas de relation linéaire entre l'EC et la PIO, donc aucun ABAC ne peut nous permettre d'adapter la mesure. La myopie semble être un facteur de risque de progression, et le diagnostic est souvent tardif, car difficile au début, donc on découvre souvent des stades avancés, et l'évaluation de la progression est difficile, tant au niveau du champ visuel que de l'OCT. Et donc en conclusion, je dirais que la PIO cible peut être tout à fait déterminée chez un myope fort, qu'elle doit être plus basse que chez le sujet glaucomateux non myope fort. Et enfin, pour reprendre une expression chère à nos confrères anglo-saxons et qui, je pense, s'applique très bien chez le glaucomateux myope fort, the lower, the better. Je vous remercie.